Bienvenue sur le plateau d'Écrit sans tabou, je m'appelle Adiel Fernanda. Et avant de commencer, avant d'introduire l'émission de ce jour, j'aimerais prendre le temps pour remercier nos fidèles commentateurs, likers, tous ceux-là qui postent, qui partagent notre contenu. Merci parce que vous êtes notre force. À cause de vous, nous atteignons beaucoup plus de personnes à cause de vous et aussi grâce au Seigneur qui nous fait grâce chaque jour de pouvoir enregistrer ces épisodes. J'aimerais aujourd'hui aussi particulièrement remercier une personne, Rosita Michel de Yaoundé, Cameroun. Merci vraiment de ce que tu fais, du travail que tu accomplis tous les jours. Partager, ce n'est pas forcément évident parce que ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Donc, même si je le dis encore une fois, merci. Sur le plateau aujourd'hui, j'ai de merveilleuses personnes que vous connaissez d'ailleurs déjà. Il y a Fabrice, il y a Manuela, et puis il y a Polido que vous n'avez pas encore expérimenté dans cette constellation, mais je suis heureuse, je suis très contente qu'il soit là aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez? Pour moi aussi, c'est déjà un plaisir de prendre cette casquette-là de panéliste. Moi, je suis très ravie d'être sur le plateau encore une fois. Merci à Dieu. Et moi aussi, je suis davantage ravi d'être sur le même plateau que Polido. J'espère que je n'attendrai pas des questions venant de lui. Okay. On espère. Je crois que vous serez très content de connaître le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Avant ça, je fais un petit teaser. Nous avons déjà eu à aborder ce sujet-là sous d'autres angles. Pour ceux qui nous suivent fidèlement, quel était le titre de notre premier épisode? Bon, je ne vous laisse pas trop mariner. Le premier épisode que nous avons tourné, c'était « J'ai flashé sur lui, que faire ?» Et ensuite, très récemment, nous avons sorti un nouvel épisode qui concernait les dates, la drague et tout. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Je crois que vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler des relations. Wow. Et quand je regarde, je suis contente, je vois sourire là, je sens que c'est très intéressant. Donc, là, entrons dans le vif du sujet. À quel moment considère-t-on être dans une relation sérieuse? Comme tu l'as dit, il y a des préalables. Tu as énoncé les épisodes précédents qui ont été faits. Le crush, la drague et tout ça, ce sont les étapes qui aboutissent à une relation sérieuse. Et donc, pour arriver à ce genre de relation, il faudrait que le gars, puisqu'il s'agit de lui, il faut qu'il aille vers la personne qui l'intéresse, la fille qui l'intéresse, et qu'il lui fasse clairement part de son intérêt pour elle, de ce qu'il veut comme projet de vie avec cette fille. Et il faudrait que cette fille-là aussi soit d'accord. Et lorsque les deux se sont mis d'accord, je peux dire qu'ils sont dans une relation sérieuse. Justement, je voudrais juste appuyer ce que Fabrice dit. C'est vraiment important pour nous les filles de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va avec la personne avec qui on est. Donc si les choses ne sont pas dites clairement, verbalement, on ne peut pas se considérer dans une relation sérieuse. On va toujours avoir des pensées comme s'il jouait avec moi et s'il a une autre personne à côté. Donc c'est vraiment bien quand le garçon dit clairement ses intentions et les deux sont d'accord qu'ils sont en train d'aller sur une voie qui est probablement le mariage. Pour ajouter à vous aussi, c'est pour moi aussi, lorsqu'on engage aussi les familles dans ce projet-là, tout simplement. Ok. Voilà. Parce que souvent, il peut y avoir ambiguïté. Comme tu as mentionné, Manuela, des personnes qui ne savent pas vraiment où elles se tiennent. C'est que le gars, il m'intéresse, je l'intéresse, mais il n'est pas très clair. Il dit souvent, mais après... On ne sait pas on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a un acte qu'il faut poser ou quelque chose vraiment qui tue l'ambiguïté? C'est qu'après, voilà, on sait qu'on est dans une relation sérieuse. Justement, c'est important, comme je disais, de s'exprimer, de dire à la fille, voilà, j'aimerais cheminer avec toi. Et si tu penses déjà, au moment où tu penses déjà faire d'elle ta fiancée, tu lui dis également, je veux qu'on soit encore plus, que notre relation ne soit pas juste amicale, mais qu'on avance, on fasse un pas de plus, faire d'elle sa fiancée et le dire clairement en fait, même si l'acte n'a pas encore été posé, mais que
les dires soient déjà là, quoi. Ok. Effectivement, pour des raisons de timidité, certaines personnes, certains hommes abordent des femmes, ils ont bien des intérêts par rapport à elles, mais il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il veut se mettre ami avec elle, vouloir la voir, toujours vouloir dire des choses, faire des choses avec elle. Mais la fille peut, au vu de ça, se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il me tourne autour? Bon, la femme n'est pas bête, donc elle sait ce qu'il veut, mais elle doit en avoir la certitude. Donc, ce qui fait que parfois, certaines personnes le font, certains hommes le font, ils tournent autour de la femme, il ne dit rien. Après quelques temps, la femme vient et dit que bon, je te présente celui avec qui je vais cheminer, tout ça, et il met la main sur la tête et se dit, mais Qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi la carte au premier banc. Même du jour au lendemain, tu vois qu'il est fiancé à une autre personne, même sans te dire, quoi. Ouais. C'est pour ça que, comme Paul disait, important aussi, quand tu arrives à un certain niveau avec la fille, qui n'est plus juste au niveau amical, d'intégrer vraiment les familles, de faire s'intéresser aux familles, d'où tu viens, quels frères et sœurs tu as, comment, dans quel cadre est-ce que tu as été élevé et tout ça. Ouais. Tout simplement aussi dans le sens où, même au niveau des familles, ce serait bien aussi pour voir si c'est OK. Parce qu'il pourrait avoir souvent cette ambiguïté-là avec les Avec familles. les quoi. familles. Oui, justement, avec l'ambiguïté avec les familles, on a beaucoup expérimenté ça autour de nous, des gens qui arrivent déjà à une certaine situation dans leur vie, qui viennent présenter peut-être leur conjoint ou bien leur conjointe à la famille. On dit, on ne la veut pas parce qu'elle vient de tel village, ou bien qu'elle est de tel cadre social. En fait, ça peut amener les familles à refuser la personne que tu as choisie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. D'autres, certes, certaines personnes viennent déjà s'engager avec une bague, demander la main de leur copine, de leur cheminante comme ça, sans que les familles ne soient au courant ni d'accord. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Ok. Et c'est vraiment important d'avoir le oui des parents avant d'avancer et s'engager avec la bague de fiançailles. Ok, je vois que vous avez vraiment parlé d'insister sur le fait de parler aux familles, il faut aller voir la famille. Est-ce que c'est quand on voit la famille qu'on considère être véritablement qu'on considère être fiancé? Voilà, on sort d'une relation sérieuse à fiançailles, quoi. Moi, je dirais, d'une part, oui. Parce que lorsqu'on regarde aussi dans l'histoire, dans nos grands-parents, nos aïeux, comment est-ce qu'ils faisaient? Lorsque le garçon était intéressé, il allait voir ses parents. Il disait, j'ai rencontré une femme, j'ai rencontré une fille, et elle me plaît, et je suis intéressé par elle. Et c'était à sa famille, la famille du garçon, d'aller rencontrer la famille de la fille et de parler de l'intérêt de leur fils pour cela. Et si les familles étaient d'accord, là déjà, on considérait qu'ils étaient fiancés. Il y a eu des cas même où, toujours, comment est-ce que nos parents fonctionnaient, c'est que deux personnes, on va dire deux papas sans amis, le papa, l'un vient rendre visite à son ami, et il voit qu'il a une fille qui n'est pas encore mariée, vu qu'elle vit chez ses parents, et il a aussi un fils. Ou bien il connaît un cousin ou je ne sais quoi, qui a aussi un fils qui n'est pas marié. Il peut dire, mais j'ai mon neveu là, comment? Et donc, il s'arrange, et voilà. Et déjà à ce niveau-là, on pourrait même parler de fiançailles lorsque les deux familles se sont déjà mises d'accord pour dire, nos enfants peuvent se marier. Et c'était déjà des fiançailles comme ça. À cette époque-là, c'était déjà des fiançailles. Même aujourd'hui, ça se fait dans certaines contrées. Deux enfants sont encore enfants et leurs parents les ont déjà fiancés, ils ne sont même pas encore d'accord. On attend juste que la fille soit un peu mûre et que, voilà, elle parte retrouver son mari, que ça sera déjà le mariage. Je parle ainsi des peuples qui ne sont pas très civilisés, qui vivent encore, voilà, d'une certaine façon, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, en fait, que la famille soit impliquée dans la chose. Tout à fait. Parce que sinon, ça ne va pas avancer. Ok. On est d'accord, on est des chrétiens.
Est-ce que vous avez des exemples tirés de la Bible qui corroborent ce que vous venez de dire? Parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de long en large de famille, pourquoi c'est important, comment c'est un fond. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux fiançailles? La Bible, qui a été écrite il y a vraiment longtemps et qui a aussi évolué dans un certain contexte, nous raconte des histoires qui ressemblent un peu à celles que nous avons racontées ici. Je prends par exemple le cas de Samson dans le livre des Juges, si je ne me trompe pas, au chapitre 14. On connaît Samson, c'était un homme très fort qui avait l'onction de Dieu, cet homme-là qui ne devait pas se raser les cheveux et qui était vraiment oncionné, on va dire ça comme ça. Et un jour, le gars marchait sa chose, il a rencontré une femme, une fille de Philistin, et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir ses parents pour dire, s'il vous plaît, allez prendre cette femme pour moi. C'est exactement tout ce qu'on s'est dit ici tout à l'heure. Voilà l'exemple qui me vient rapidement dans la Bible. Je veux comme ça ajouter sur le cas de Jacob qui était intéressé par Rachel, qui allait se proposer au père de Rachel de travailler pendant 7 ans pour avoir sa fille. Il n'est pas allé voir premièrement Rachel, mais il allait voir premièrement le père de Rachel pour dire que waouh, j'aime bien Rachel, je veux l'épouser. Et pour lui, c'était une certaine manière de payer la dot, comme on dit en fait, en partant travailler pour le papa pendant 7 ans, quoi. On a aussi le cas d'Isaac et Rebecca, dans le cadre où Abraham, son père, va voir la famille, va voir de ce côté-là, pour la famille de Rebecca, pour qu'ils se mettent ensemble. Et lorsque la famille de Rebecca donne son mot, et Rebecca aussi donne son accord, on se retrouve déjà avec les 2 personnes qui se sont déjà promis l'un à l'autre, qui sont déjà aussi dans ce contexte-là. De fiançailles. Et cet exemple-là, je le trouve d'autant plus intéressant que lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, est arrivé et a eu la confirmation, selon Dieu, qui serait la femme avec qui il devait rentrer pour Isaac, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a donné un anneau. Moi, ça me fait penser au contexte moderne. Vu que Isaac n'était pas sur place, il n'a pas peut-être mis le genou au sol. Les 2 genoux même. Oui, on connaît notre contexte. On veut toujours que ce soit bling bling, on veut toujours organiser les choses. Comment on appelle ça, la décoration, la surprise, avec un genou au sol, le genou gauche ou droit en fonction. Ou les deux. Ou les deux pour certaines personnes qui veulent absolument que le 8 sorte pour mettre les chances de leur côté. Il met ses 2 genoux au sol, on dirait qu'il est en train de prier. Mais bon, c'est pour quelque chose de noble, c'est pour quelque chose de voulu par Dieu, vraiment. Je peux dire que même Dieu rit quand il voit quelqu'un qui met ses 2 genoux au sol, mais tout compte fait, on voit des similitudes entre ce qui se passait dans le temps et ce qui se passe de nos jours. Oui, justement, à plusieurs reprises, justement, les exemples que vous avez pris, il y a beaucoup plus, naturellement. Et j'ai envie de prendre l'exemple de Genèse 34, 1 à 4, pour souligner encore ce que vous avez dit. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il l'aima. Et ensuite, Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette fille pour femme. Parce qu'à l'époque, le mariage commence au niveau des familles et pas forcément quand on vient déposer le sol. Maintenant que nous avons un peu comme posé la base, on est dans une relation sérieuse, on est fiancés, les parents sont d'accord, il n'y a plus rien qui va nous empêcher d'avancer. Vers quoi est-ce que nous sommes en train d'aller? À quoi doit-on s'attendre dans cette phase-là? On va s'attendre forcément à beaucoup de choses inhabituelles. Parce qu'on se retrouve dans un cadre où on est déjà fiancés en fait et on est à la porte déjà du mariage et on sait, voilà, et la relation doit être développée d'une certaine façon en fait, mais à faire aussi beaucoup attention à beaucoup de choses qui peuvent être très délicates dans ce cas-là, parce qu'on est en train d'essayer d'apprendre à se connaître profondément, vraiment véritablement. Le garçon va peut-être s'investir plus dans la vie de la fille
des interdictions, oui, les choses qu'il n'aime pas qu'elle fasse, elle aussi, les choses qu'elle n'aime pas qu'il fasse. Je dirais aussi, pour enchérir dans ce que tu disais, à quoi s'attendre aussi. S'attendre aussi à prendre aussi plus de nouvelles même des familles. Des familles, mais à prendre des nouvelles de ses futurs beaux-parents, à se connecter. Peut-être si il ou elle a des frères et des sœurs, de demander souvent même des nouvelles, quoi. S'attendre encore même plus à entrer plus dans l'intimité, à savoir comment est-ce qu'il fonctionne, à quoi est-ce qu'on va s'attendre dans notre demeure. En ce qui concerne par exemple peut-être les finances, des choses qui seront maintenant intimes à devoir parler, quoi. Oui, les choses un peu taboues là. Les finances, comment ils gèrent les finances, comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants, sur quelle base, etc. Je parlerai même également du suivi spirituel. Qui vous apprend avec un dirigeant spirituel, votre dirigeant, en fait, quelqu'un qui vous conduit dans la foi, qui va vous apprendre à comment une femme doit faire dans son foyer en tant que femme chrétienne. Le garçon, comment est-ce qu'il doit l'apprendre à aimer sa femme? Sur quelle base vous devez éduquer vos enfants? Sur la base de la Bible, forcément. Qu'est-ce que vous devez respecter? Vos temps de prière, tout ça, votre temps d'intimité spirituelle ensemble et tout ça. C'est ça que j'appelle en fait suivi spirituel. Et même dans le suivi spirituel, là, l'idéal, on dirait aussi souvent, l'idéal serait aussi de se faire suivre par un couple qui a aussi l'expérience de couple que vous considérez aussi comme modèle, que vous voyez les fruits aussi pour vous. Pas que vous voyez de l'extérieur, c'est tout beau et c'est tout ceci, mais aussi que vous voyez les fruits dans le quotidien pour que votre suivi soit aussi efficace avec des cas pratiques pour vous aussi. Justement, des fruits que vous aimeriez avoir pour votre couple même. Ouais. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que, étant donné que les fiançailles sont un niveau de relation au-dessus du niveau où on vient de se rencontrer, où on a décidé de se mettre ensemble, il est important de bâtir la relation. Au-delà des aspects que vous avez cités, il est important d'apprendre à être davantage amis. Parce que pour moi, je mets un pesant d'or à cet aspect-là, c'est-à-dire quoi? Chacun de nous a peut-être une meilleure amie, un meilleur ami. Le conjoint doit aller au-dessus de ça. Je dois pouvoir fermer les yeux en me disant non, je fais confiance à cette personne, je fais confiance, je peux boire son café entre guillemets, et ça permet aussi de comprendre de comprendre davantage, je dirais, comment est-ce que l'autre fonctionne, comment est-ce que l'autre pense réellement, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Qu'elle se sente libre de te dire ses peurs, ses frustrations. Exactement. Une personne d'entre vous a parlé du fait de poser des questions par rapport aux familles, comment est-ce que cette personne se comportait, comment était ton papa, comment était ta maman. Et une chose, c'est que déjà, premièrement, nous aimons nos parents, nous aimons nos mères, nos mamans et nos papas, et nos sœurs, je vais dire ça comme ça. Et donc, une chose que l'homme recherche souvent de manière idéale, c'est ce qu'il a vu chez sa maman et chez ses sœurs. De même, pour une femme, ce qu'elle recherche, c'est ce qu'elle a vu chez son papa et chez ses frères. Bon, s'ils étaient de bons exemples, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est important aussi de connaître un peu ces aspects de la personnalité de ces personnes-là pour pouvoir savoir aussi à quoi s'attendre. Parce que quelque part, elle a des attentes ou il a des attentes par rapport à ce qu'il a vécu ou alors par rapport à comment est-ce qu'il a grandi. Aurez-vous des exemples, je sais pas, avez-vous vécu déjà des situations où vous vous êtes dit, moi franchement, ou bien même autour de vous, ce n'est pas forcément obligé d'être vous, vous avez vu un mariage réussir pour une raison ou une autre que vous venez de citer? Je dirais oui, je connais vraiment des personnes qui ont réussi leur mariage aussi en se laissant suivre et qui le recommandent aussi. Sans dire aussi, actuellement au moment où on tourne cet épisode ici, je suis aussi dans cette phase-là aussi de suivi-là que je recommande fortement à tous ceux-là qui veulent se mettre sur le chemin du mariage, de se faire suivre. Et là, on voit par nos mentors, là, ceux qui nous suivent, des caractères très clairs qu'on aimerait aussi voir dans notre couple, quoi, où on aborde même
des choses, des disputes même qu'on avait, des malentendus Oui. qu'on n'arrivait pas à se trouver, où il nous éclaire dessus pour des petites choses. Les caractères, tu parlais les backgrounds. Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça? Il faut voir aussi dans son histoire comment est-ce qu'elle a été éduquée. Son père était un père protecteur. Son père lui a donné tout ce qu'elle voulait. Ou bien il a eu un manque. Sa mère était décédée très jeune. Et qu'est-ce qu'il recherche? Peut-être l'amour d'une mère aussi à prendre en compte. Toutes ces choses-là sont hyper importantes et on prend ça en compte dans les fiançailles. Et justement, c'est tellement important, les mentors. Ce sont ces personnes avec qui tu peux aller poser des questions claires en ce qui concerne ton mariage, par rapport à ta situation, comment est-ce qu'ils te conseilleraient d'agir et tout ça. C'est aussi des personnes là qui peuvent t'aider à prier, t'aider à te montrer comment prier par rapport à ton mariage. Parce que la phase des fiançailles, c'est aussi une phase de prière, de brisement de liens, de prière pour le développement d'une future vie ensemble, que vraiment le Seigneur soit au milieu de cette relation. Et personne d'autre, mais vraiment personne d'autre, que le Seigneur soit au centre de ça. Et c'est aussi une phase très combattue, en fait, les fiançailles, avec beaucoup d'expériences que j'ai autour de moi. C'est une phase très combattue par l'ennemi, parce que le mariage est une très belle chose aux yeux de Dieu. Et c'est aussi c'est pour ça que les fiançailles, qui peuvent se briser à tout moment, que l'engagement soit là ou pas, doit être suivi par une succession de prières ensemble, vous deux vraiment importants, des jours de jeûne par rapport au mariage, des sujets de prière concrets en ce qui concerne votre vie ensemble, vos familles, comment élevez vos enfants, la fluctuation, je veux dire la fertilité de la femme, que ce soit fluide, également pour l'homme également, quoi. Donc, pour enchaîner dans le cadre aussi, désolé. Pourquoi aussi? Parce que on se rend compte que par la prière, on a deux personnes qui vivaient seules. Et vous devez bâtir une nouvelle personne. Et cela, trouver l'équilibre parfait. Est-ce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup? Est-ce que je prie dans la nuit? Comment est-ce que trouver cet équilibre-là? Je médite plutôt le matin, elle médite plutôt le soir. Vous devez réussir à trouver cet équilibre-là. Quelles sont nos cadences de prière? Est-ce qu'on fait des retraites? Est-ce qu'on fait des moments de temps d'adoration ensemble? Comment on planifie même notre année? Par rapport même à nos amis. C'est aussi un domaine qui est assez important. Qui sont importants dans sa vie? Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? Peut-être dans la région où on se trouve, est-ce qu'il faut aller visiter certains parents? Peut-être dans ce cadre, si tu viens ici, par exemple en Europe ou en Allemagne, et il y a un père d'accueil où on te dit, ok, vraiment, celui-ci, c'est mon papa ici en Allemagne, allez peut-être aussi là-bas visiter ces personnes-là. Ce sont toutes ces choses-là qui entrent en jeu pendant les fiançailles. Et justement, c'est une façon d'honorer aussi ces personnes-là qui nous ont précédés d'une façon ou d'une autre dans nos vies. Et il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter qui pour moi aussi est très importante. Je ne sais pas si ça existe d'une manière claire, mais moi je l'appellerais le triangle d'or. C'est-à-dire quoi? Un triangle à trois sommets. Justement, de la même façon, dans une relation, il y a, contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, il y a trois personnes qui sont en jeu, l'homme, la femme et Dieu. Et ce qui est important de savoir, c'est que plus les deux se rapprochent de Dieu, en fait, l'homme et la femme sont comme à la base et Dieu au sommet. Plus ils se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et ils feront ce qu'il faut. Ils feront ce qu'il faut. Et donc, comment se rapprocher de Dieu, vous avez cité très en détail. Super. Au vu de tout ce que vous avez cité, il me manque néanmoins quelque chose. Est-ce que dans les relations, il n'y a pas autre chose surtout dans cette phase, auquel on devrait faire attention? Des choses qui pourraient éventuellement faire que la relation, peut-être pas ne pas capoter, mais plutôt qu'il y ait des difficultés, comme des limites qu'on sait ou pas imposer. Oui, c'est comme je disais tantôt, c'est une phase très délicate. Dans le sens où on se dit que comme on est déjà fiancé, on est presque marié, quelqu'un peut se dire, on peut se permettre certaines choses en fait, comme les bisous, comme les embrassades, mais c'est vraiment à faire à tout. C'est vraiment à prendre. Moi, vraiment, sincèrement, je conseillerais d'éviter carrément les bisous. Éviter carrément les embrassades. L'idéal même serait de ne même pas se rencontrer. Continuer à parler au téléphone.
Et ne pas se rencontrer pour ne pas tomber dans le piège là. Ton idéal est trop fort. Je dirais aussi, très très fort aussi. Il faut aussi se voir aussi, parce que aussi, dans ce cadre-là, la relation à distance, c'est vrai, c'est une chose. Mais la réalité aussi ensemble, c'est une autre. Oui. C'est vrai aussi, tu as parlé d'éviter les bisous et ceci, d'éviter des occasions qui vont vous mettre ensemble et Oui. devoir rester ensemble très tard. Mhm. Même si c'est que vous vous retrouvez dans la chambre, j'ai eu une pensée comme ça, et que tu mets même de l'adoration, les adorations sensuelles là, il faut éviter ça. Et ne faut même pas vous retrouver ensemble dans la même pièce. C'est ça, c'est ça. Vous pouvez vous retrouver dehors, continuer à faire les dates, multiplier les dates, c'est bien. Et aussi faire attention à ce que tu portes en fait, pour ne pas que ton futur mari commence déjà à développer des pensées qui ne sont pas saines en fait pour son corps qui est le temple du Saint-Esprit en fait. Qui ne sont pas saines parce que là, il est en train de pécher et toi, tu es en train d'être une pierre pour lui. Donc, faire attention en tant que femme à ne pas entrer dans la séduction avec lui pour ne pas que vous tombez, vous deux, parce que voilà, c'est ça qu'on veut éviter pendant les fiançailles. C'est pour ça que la date, il y a une limite en fait de période. En fait, il y a une date, une limite dans laquelle les fiançailles doivent être faites, quoi. Je dirais, oui, il ne faut pas aussi excéder peut-être un certain nombre d'années. La recommandation, l'idéal serait pas plus d'1 an. Aussi dans ce que tu mentionnais, les habits sensuels, là, ce n'est pas parce qu'on va se marier bientôt qu'on peut se permettre tout. Ou bien, moi j'ai envie d'ajouter, même si on se voit à distance dans les appels, évitez les nudes, évitez les chats un peu trop dangereux, là, que c'est quelle couleur aujourd'hui, ou bien quoi que ce soit, pour que ça ne nourrisse pas une pensée. Pourquoi on parle aussi de bisous? Parce que le bisou en lui-même n'est pas dangereux, mais c'est la pensée qui vient après, que tu nourris après, ce qui reste dans ton esprit, qui devient le danger. Ou bien ces caresses-là, ce qui reste après, c'est ça qui devient le danger pour toi. Et à cause de ça, il y a des gens qui se disent, ok, la ligne rouge, il y a une ligne rouge à ne pas traverser qui est entretenir des relations intimes. Ils se disent, ok, voilà la ligne rouge, moi, tant que je n'ai pas dépassé cette ligne rouge, je suis ok, je suis safe. Donc, ils se permettent de faire tout un tas de choses, que ce soit se caresser d'une façon sensuelle ou alors se faire des bisous qui s'étirent sur la durée comme l'élastique. Et c'est ça qui fait en sorte que plus ils le font, plus ils se rapprochent de cette ligne rouge-là. Mais ils se disent toujours safe, mais ils ne savent pas que... Ils sont en danger. En science, on parle d'un cas, d'une situation instable. Oui. C'est-à-dire que un petit coup de vent, ils peuvent se retrouver de l'autre côté. Alors que le but devrait être de s'éloigner le plus possible de cette ligne rouge. Après, quand on va se marier, ce ne sera même plus une ligne rouge, ce sera une ligne tellement verte. Tellement verte. Mais avant, il faut savoir que c'est une ligne rouge, c'est no go, c'est no way. Et comme Paul Ido et Manuel ont dit, c'est vraiment important pour éviter aussi de tomber, de ne pas tirer les fiançailles sur une trop longue période, quoi. Même Jésus a dit que dans Matthieu, que si les tribulations qui vont venir n'étaient abrégées, personne ne serait sauvé. De même, s'il vous plaît, n'allongez pas trop les fiançailles. Fiançailles de 5 ans. Je ne sais pas si on va dire ça fiançailles, mais quelque chose de 5 ans. De 5 ans. Ok, j'ai une question. Disons, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui a franchi la ligne rouge? À un couple, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quel conseil leur donneriez-vous? C'est important lorsque les personnes, par mégarde, pour je ne sais quelle raison, ont traversé la ligne rouge, déjà, d'être conscient qu'ils ont traversé la ligne rouge. Parce que certaines personnes peuvent dire non, de toute façon, on va se marier, donc ça va. Il faut d'abord en être conscient et il faut le confesser. Il faut confesser à Dieu. Le fait est que Dieu ne nous condamne pas, il n'est pas toujours là pour nous presser, tout ça. Il sait que nous sommes des hommes et que nous pouvons tomber. Et lorsque nous venons à lui d'un cœur sincère, parce que nous sommes tombés, il nous pardonne. Il nous pardonne. Selon ce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités et nous purifier. Et nous purifier. Donc, ça fait que, puisque cet acte-là produit des dégâts, est comme un accès au diable,
Dieu, à cause de notre confession, coupe cela. C'est pour- Bon, cela dit, il ne faut pas seulement prier et tout ça. Il faut aussi, avec le conjoint, avec la conjointe, prendre des dispositions dans ce cas strict. Parce que les choses, comment dire ça, le cadre dans lequel ils évoluaient a montré qu'il y avait des failles. Donc, il est important qu'ils refixent Oui, justement, ce que tu les disais. limites. Comment Dieu est bon, il est miséricordieux, il est là, il est prêt à toujours nous pardonner et tout. Ne devrait pas être aussi une raison pour nous de tomber et de dire que Seigneur, il est tellement bon, wow, il va nous pardonner, mais de faire attention parce que Dieu n'est pas notre jouet. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on doit pécher et venir se repentir, surtout si tu le fais consciemment en sachant qu'il va te pardonner. Non, mais vraiment faire attention parce que c'est aussi pour ton bien que Dieu te demande de te préserver avant ton mariage et tout, quoi. Et ce que je conseillerais aussi à quelqu'un qui est un couple, bon, futur couple qui est tombé, qui a franchi la ligne rouge, c'est aussi d'aller chercher encouragement vers leur mentor avec qui ils travaillent depuis, qui saura les encourager, qui saura être cette personne-là qui pourra leur montrer comment prier par rapport à ça, leur dire, je sais pas, leur encourager d'une certaine façon, qu'ils comprennent que le Seigneur est là. Il est miséricordieux, il pardonne. Mais surtout leur dire que, comme vous avez déjà franchi, pensez déjà à vous marier. Très important aussi. Je trouve que c'est se marier aussi, dans ce cas, pour le couple qui est tombé, aussi dans les mois Oui. à venir, quoi, pour s'éviter aussi ce risque-là. Tu parlais de la prière. Je vois aussi quand Dieu pardonne, il purifie, il restaure. Et que Dieu restaure ce que, par ce dégât-là, par ce péché-là, le diable est venu voler. Oui. Cette grâce-là qui a été volée, parce que le mariage est une grâce qui est déposée, une faveur que Dieu vous donne par cela. On a parlé de se marier aussi très tôt, quoi. Oui, oui. De voir ses mentors aussi. Oui. Je vais aussi ajouter dans le conseil là, d'éviter de porter le poids de la culpabilité. Parce que le diable va utiliser ça à chaque fois pour vous rendre coupable, pour ne pas que vous franchissiez un autre pas, pour pas que vous preniez d'autres initiatives de peur que, waouh, vraiment, est-ce que Seigneur, est-ce que je suis encore propre devant toi? Est-ce qu'on a même encore le droit d'être saint? Je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas. Et le diable peut utiliser cela aussi pour créer une fissure entre vous et pour vous diviser. Tout quoi. simplement. Et donc, ils doivent comprendre que c'est peut-être, ils peuvent se considérer comme impurs à cause de cela, mais c'est même justement à cause de ça qu'ils doivent davantage signer sur Dieu pour dire, je ne vais pas te laisser sans que tu ne m'aies béni, sans que tu ne m'aies libéré de cette culpabilité-là et même de cette saleté ou opprobre que j'ai mise sur moi en n'étant pas prudent. Effectivement. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je pense que c'était vraiment super intéressant. Et pour vous qui m'écoutez à la maison, les fiançailles sont une période où les concernés sont le plus proches avant le mariage. Mais c'est aussi un moment où ils se disent qu'ils peuvent se permettre certaines choses, comme on a dit. Et c'est aussi parce qu'on se dit ces choses qu'il faut faire attention. Je dirais vraiment de chercher à avoir un suivi, d'avoir ces mentors, ces dirigeants spirituels là qui nous aident, parce que Dieu, quand il nous a créés, c'était pas pour être seul. Et quand on dit pour être seul, ce n'est pas juste dans le sens du couple, mais aussi d'avoir ces conseillers là autour de nous qui peuvent nous aider à avancer. Donc n'hésitez vraiment pas à vous appuyer sur ça et à vous appuyer sur Dieu, car il est la source, il est la base même d'une relation solide. Portez-vous bien et voilà, à la prochaine sur Crescent Tabou.